plateau aujourd'hui avec Boris Lombard et Heiko Khari. Boris Lombard, c'est le président, directeur général, c'est ça, de KSB. KSB, c'est l'un des fabricants leaders mondiaux de pompes et robinetteries, si je ne me trompe. Absolument, président pour l'Europe de l'Ouest. D'accord, le président pour l'Europe. Et Heiko Khari, vous, c'est Bosch. Bosch, ce qu'on a présenté Bosch. Oui, je suis Bosch, non? Je travaille chez Bosch, oui. Une entreprise avec 400 000 collaborateurs, donc 8 000 en France, et nous sommes installés en France depuis plus que 100 ans, donc nous sommes vraiment une entreprise française. Donc là, on est ici, tous les trois, pour parler du modèle allemand. Parce que c'est une problématique ici à l'usine extraordinaire. Est-ce que l'Allemagne peut être un modèle ou comment est-ce que nous en France on pourrait s'en inspirer? On va commencer par vous Boris avec cette expérience que vous avez, ce que vous connaissez de l'Allemagne. Et ce que vous dites c'est qu'en Allemagne, l'industrie en tant que telle, c'est une cause nationale, qu'il y a un consensus dans le pays autour de l'industrie. L'industrie, c'est le bien commun pour les Allemands, que tout le monde s'accorde à défendre, les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise, également les politiques. Il y a effectivement un vrai engouement, un vrai consensus dans le pays pour l'industrie. On le remarque notamment au travers de ce tissu d'entreprise, d'entreprise de taille intermédiaire, le Mittelstand allemand qui est très fort, et également au travers d'un dialogue social qui est extrêmement fort dans les industries allemandes. Les partenaires sociaux font partie de la gouvernance de l'entreprise, ils sont informés sur la stratégie de l'entreprise et on arrive très souvent à un dialogue très constructif basé, comme vous le dites, sur la culture du consensus. Vous confirmez, Heiko? Oui, ça c'est certainement une spécificité de le scénario en Allemagne. Pour vous donner un chiffre, 95% des entreprises allemandes sont encore dans les mains des familles. Donc, ce sont des entreprises familiales et ça fait certainement une spécificité de notre pays. Ça, c'est le fameux Mittelstand. Justement, vous en parliez aussi, Boris. Est-ce que ça, c'est une force, mais ça existe aussi en France? Il y a aussi des entreprises familiales qui sont un fleuron français. C'est d'autant plus vrai qu'on a 260 000 entreprises dans l'industrie en France. 90% de ces entreprises sont soit des ETI, soit des PME. Donc ça existe. Effectivement, c'est tout de même plus prégnant en Allemagne. L'Allemagne, c'est 24% du PIB dans l'industrie. La France est seulement 12%. Donc on constate là l'importance de l'industrie dans ce pays. Et ce qui est intéressant dans le Mittelstand, c'est que ce sont des entreprises qui investissent à long terme. Le capitalisme rhénan, contrairement au capitalisme anglo-saxon, ne cherche pas obligatoirement le retour sur investissement à court terme, sur 1 an, 2 ans, mais à des perspectives à plus long terme. Et c'est finalement ce qui correspond bien à l'industrie. L'industrie, c'est avant tout le désinvestissement, c'est avant tout le temps long. Oui, mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est un investissement générationnel, c'est ça? Bon, c'est vrai que comme entreprise qui n'est pas cotée à la bourse, on peut penser un peu plus long terme et ça fait certainement un des atouts dans les entreprises familiales. Pour vous donner un autre exemple, notre entreprise, et j'ai parlé de notre taille, donc 80 milliards d'euros chiffre d'affaires et encore dans les mains d'une association bénévole, et ça fait qu'on n'est pas poussé par la bourse d'investir et de donner des résultats immédiatement par trimestre, mais on peut penser plus long terme. Donc c'est plus souple, c'est ça que vous voulez dire tous les deux? Exactement. C'est plus souple, c'est plus orienté long terme. Je peux également témoigner de KSB, dont la majorité des actions sont également dans une fondation. Et c'est une vision finalement du développement de l'entreprise à beaucoup plus long terme. Alors, vous dites aussi que, ou peut-être que c'est l'un des éléments, il y a le système éducatif allemand. Parce qu'on a l'impression qu'en Allemagne, l'apprentissage n'est pas forcément tabou. C'est ça, Boris? Absolument. Il y a la possibilité en Allemagne d'avoir une formation duale en quelque sorte, en parallèle, à la fois dans l'entreprise et à l'université, et à tous les niveaux finalement du système éducatif. On serait bien inspiré de faire la même chose en France. On y travaille d'ailleurs. C'est un des axes de la loi Pacte de développer l'apprentissage. Il faut véritablement qu'on aille dans cette voie-là, qui est une voie qui a fait ses preuves en Allemagne et qui permet de connecter de manière beaucoup plus étroite le monde éducatif et l'entreprise.
Mais il faudrait le faire de plus en plus tôt, c'est ça peut-être que Heiko, l'une des solutions de l'apprentissage, comment ça se passe en Allemagne? Bon, c'est pas un tabou. Hein? C'est même pas un tabou pour des gens qui font des formations supérieures après. Donc, pour vous donner un exemple, personnellement, j'ai fait un apprentissage dans une banque avant de commencer mes études supérieures. Donc, et ça fait déjà longtemps. Je pense en France, on a commencé il y a quelques temps avec cette vision aussi. Mais en Allemagne, c'est vraiment, ça fait partie de notre forme de formation depuis longtemps. Et ça, c'est certainement une différence. Parce qu'en France, il y a déjà les systèmes de stage aussi, dès l'école primaire. Et puis, donc, il y a des passerelles qui sont déjà créées. Vous pensez que ce n'est pas assez, Boris? Non, ce n'est pas assez. Enfin, on a encore au sein de nos usines des difficultés à trouver les bons profils. Et il y a effectivement des centres de formation des apprentis en France. Tout dépend finalement de la chance que l'on a. Si on est près d'un CFA, on arrive à trouver de la main-d'œuvre. Lorsqu'on est un peu éloigné, c'est un peu plus difficile. Chez KSB, par exemple, dans notre usine de Châteauroux, nous avons développé des partenariats privés avec notamment ADECO pour pallier l'absence de CFA au niveau local. Ah oui, donc il faut trouver des solutions. Et pourtant, vous dites, Heiko, qu'en France, quand même, il y a une formation des ingénieurs qui est assez exceptionnelle. Oui, c'est ça. C'est un peu paradoxal tout ça. Le titre de notre entretien aujourd'hui est de parler des atouts de l'Allemagne, mais on ne peut pas cacher les atouts de la France. Et il faut en parler, je pense. Et là, il y a plusieurs, beaucoup même. Hein. Donc, pour commencer, comme vous dites, avec la formation des ingénieurs qui est formidable, avec les grandes écoles, les universités, c'est certainement une formation au plus haut niveau possible dans le monde. Hein. Oui. Il y a autres atouts pour parler, par exemple, d'un esprit start-up qui existe en France, qui n'est pas existant dans une telle manière en Allemagne. Et pourtant, vous dites, Boris, qu'en Allemagne, il y a quand même une innovation assez impressionnante. Donc... En Allemagne, il y a aussi un atout fort qui est la connexion qui existe entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie. Il y a des instituts, je pense notamment au Fraunhofer Institute. C'est 25 000 employés, c'est 15 000 scientifiques, si on compte les chercheurs et les étudiants, les thésards, qui sont à la disposition des entreprises. Donc il y a une puissance de feu finalement supérieure à celle que l'on peut avoir, et qui constitue un réservoir formidable d'innovation pour les entreprises. Donc là aussi, c'est un atout intéressant en Allemagne. Mais quand on parle d'innovation, effectivement, je pense qu'on a des défis communs. Et aujourd'hui, France et Allemagne, notamment sur le défi de la digitalisation, se retrouvent finalement à peu près au même stade d'évolution aujourd'hui. Mais ce que dit Heiko sur les startups et cette force française de Startup Nation, vous confirmez par rapport à l'Allemagne? Oui, tout à fait. Je crois que, et là, on voit bien la différence du tissu industriel. C'est-à-dire qu'en France, on est très fort dans les startups. En Allemagne, beaucoup plus fort dans les entreprises de taille intermédiaire. La difficulté finalement de la France, c'est de transformer des petites entreprises en entreprises plus grandes. Les faire grandir. Pour les faire grandir et pour créer ce tissu industriel qui fait aujourd'hui la solidité économique de l'Allemagne. Mais quel est le frein? Qu'est-ce qui freine une start-up à grandir? Alors ça, c'est un vaste sujet, c'est effectivement assez compliqué. Il faut que l'on change aussi notre culture exportatrice, je pense, en France. Et puis, il faut aussi que l'on ait un regard nouveau sur l'industrie. Souvent, les startups, c'est de l'Internet, mais ce n'est pas nécessairement de la fabrication, ce n'est pas nécessairement de la transformation industrielle. Et c'est pour ça qu'ici, à l'usine extraordinaire, le but, c'est aussi de sensibiliser la population, et notamment les jeunes, qui pourraient être intéressés par le monde des startups, à venir aussi rejoindre le monde de l'industrie. Ouais. Et pour ajouter à ce point-là, c'est certainement aussi une question de financement. Hein, pour faire l'étape suivante après la phase du start-up, c'est le financement de créer vraiment une fabrication, une force de vente, etc. Et là, par exemple, il est très important qu'on crée des partenariats avec des startups et des entreprises existantes. À Mondeville, par exemple, nous avons un site de fabrication électronique qui offre aussi comme service pour des startups qui n'ont pas encore des moyens financiers de fabriquer pour eux leurs produits, soit
build to print, donc comme il était conçu et construit par les startups, ou même les aider dans la construction et dans le design. Et ça, c'est très très bien perçu par les startups. C'est vraiment quelque chose qu'on doit développer encore. En Allemagne d'ailleurs également, donc entre les startups et l'entreprise existante. On a l'impression que par rapport à l'Allemagne, le cadre fiscal français est quand même un peu plus intéressant, non? Oui, ça c'est sûr, surtout avec le CIR, donc Crédit Impôt Recherche, on a un atout en France qui est extraordinaire. Et je parle souvent avec mes collègues en Allemagne et j'ai dit en termes de recherche et développement, la France est vraiment un pays extrêmement compétitif. Et ça, forcément, c'est un avantage. Alors, on parle de compétition, on parle de start-up, on parle d'innovation, mais aussi cette industrie un peu 4.0 dont on pourrait s'inspirer en France, non, Boris? Je crois qu'on est à peu près au même stade finalement d'approche de l'industrie 4.0 en Allemagne et en France. L'Allemagne a démarré un petit peu avant avec le lancement de l'industrie 4.0, c'est ainsi que ça a été appelé sur la foire de Hanovre en 2011. En France, on a poursuivi avec maintenant l'Alliance pour l'industrie du futur. Les défis sont les mêmes, c'est mettre sur le marché des produits plus intelligents, des produits qui communiquent. Nous le voyons dans le domaine des pompes et de la robinetterie. C'est prévoir aussi ou proposer de nouveaux modèles économiques. Et puis, c'est aussi améliorer nos processus de fabrication. C'est aussi un produit de qualité, c'est souvent ce qu'on regarde en Allemagne, nous Français, non? Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, je pense qu'en termes de qualité, la France n'a rien à envier en Allemagne. Je crois que nos deux entreprises peuvent en témoigner. Nous faisons de la qualité allemande made in France dans nos usines. Vous confirmez, Eiko? Oui, absolument. Et la digitalisation pour toutes les entreprises est vraiment clé. Et d'une perspective française, j'entends très souvent l'Allemagne est déjà très très loin et très très avancée, qui n'est pas le cas. On est, comme vous dites, on est vraiment sur un même niveau. Et comment ça, pourquoi c'est pas le cas? Il n'y a pas la 4G par exemple? Je m'exprime. Ouais. Je m'exprime. Ça c'est vraiment beaucoup des entreprises PME, TPI, petits Mittelstand, comme vous dites, ont peur en face de la digitalisation et les investissements qui sont liés avec. Donc, pour eux, la digitalisation coûte énormément cher. Donc, il faut donc offrir des solutions qui coûtent pas trop cher et qui sont combinables ou combinables, qu'on peut combiner avec des solutions et les moyens de fabrication qui existent déjà. Donc il ne faut pas raser complètement une usine et construire une nouvelle usine digitale. Non, il faut étape par étape adapter une usine. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous trouvez comme avantage en France? À part, on a dit la formation des ingénieurs, à part le culte de la start-up. Oui, bon, c'est certainement, oui, voilà, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, d'ailleurs, sur tous les niveaux. On a déjà parlé de la formation, infrastructure dans le digital, donc un réseau 4G est très très commun. Ici en France, on parle déjà 5G. Là, en Allemagne, on peut apprendre beaucoup de la France là-dessus. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y a du retard en Allemagne, et pourtant c'est le cas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a une façon de faire les choses. Vous confirmez, Boris? Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'on peut citer la position géographique du pays, qui est centrale et qui est aussi un atout français. Oui, ça aussi. Alors, dans ces cas, donc, ce qu'on voit finalement, c'est que oui, on peut s'inspirer du modèle allemand sur certains points. L'Allemagne aussi peut aussi s'inspirer notamment du cadre fiscal français, de la formation des ingénieurs et autres. Donc, est-ce que ce n'est pas deux pays qui se complètent quand on parle d'axe franco-allemand? Ça se complète très bien et je crois qu'on travaille très bien entre Français et Allemands dans les entreprises comme chez KSB où les deux cultures sont intégrées. Nous avons 4 usines sur les territoires français. Nous avons des équipes de R&D en France qui travaillent tous les jours avec les équipes d'Allemagne. On ne voit plus la frontière finalement dans l'entreprise et on allie à la fois cette capacité d'organisation, cette orientation process très forte en Allemagne à cette capacité de créativité que l'on retrouve chez les Latins et chez les Français notamment. Ça se combine très bien.
Vous pensez aussi, Hugo, que Oui, je pense que c'est important et c'est clé qu'on n'invente pas deux fois la roue. Hein, donc, on ne fait pas les mêmes choses ici en France et en parallèle en Allemagne ou inverse. Il faut vraiment coopérer. Donc, il faut dire, en Allemagne, on fait ça. Je parle par exemple de l'intelligence artificielle. Ouais. Là, ce sont des défis énormes, des coûts énormes. Et pourquoi développer l'intelligence artificielle et tout le levier autour en Allemagne et en parallèle en France. Pour moi, il faut vraiment partager les tâches, partager les défis et à la fin combiner ça pour être plus fort dans les deux pays. Dans l'industrie, parce qu'on a l'impression que cet axe franco-allemand, il est très très fort et que cette collaboration entre l'Allemagne et la France, elle est beaucoup plus forte qu'entre l'Allemagne et d'autres pays d'Europe ou que la France et d'autres pays d'Europe. C'est aussi valable pour l'industrie ? Oui, je pense que oui. Je peux parler de mon périmètre et entre la France et l'Allemagne, la relation est spéciale. Hein. Nous sommes voisins avec une histoire, mais surtout avec une présence qui est extrêmement forte et on a réalisé tous les deux qu'on a beaucoup de points communs, beaucoup plus que de points où nous sommes différents. Il y a un rapport de confiance plus important qu'avec d'autres pays d'Europe, Boris, entre la France et l'Allemagne ? Je crois qu'il y a une bonne complémentarité. Je ne sais pas si le rapport de confiance est différent, mais en tout cas, je trouve que ce sont deux cultures qui se combinent parfaitement bien dans l'industrie. Et effectivement, c'est ce que j'ai constaté moi au travers de ma carrière professionnelle. Entre Français et Allemands, ça s'allie, ça se marie très bien. Vous, dans les 10 prochaines années, comment vous voyez cette collaboration pour conclure ? Est-ce que vous pensez qu'elle va se renforcer ou au contraire, avec une Union européenne qui change, peut-être qu'il y aura d'autres partenaires qui viendront s'ajouter à cet axe ? Ce sont les jeunes qui vont faire changer l'Europe. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui, au travers des programmes d'échange, de manière systématique maintenant, vont étudier à l'étranger et finalement acquièrent de manière très naturelle une culture internationale. Donc certes, il y a d'un côté la politique et ses fluctuations, mais il y a aussi la population européenne qui devient profondément européenne. Et moi, je suis surpris de constater à quel point on ne se pose plus la question de savoir qui est allemand, qui est français, qui est italien autour d'une table. Lorsqu'on travaille dans l'industrie, on travaille tout simplement ensemble. Et l'Europe, elle se fait finalement petit à petit par ses citoyens. Hugo ? Oui, c'est absolument ça. Et je suis un vrai Européen. Et bon, j'aime cette discussion de parler des atouts de la France, des atouts de l'Allemagne. Dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère on parle plutôt des atouts de notre région totale avec des spécificités dans la partie allemande et dans la partie française, mais on parle d'une grande région franco-allemande. Ça, c'est ma vision. Parce que vous-même, vous êtes une entreprise internationale, donc il y a je pense qu'il y a une dimension plus européenne et après une dimension plus internationale. Non, vous distinguez les deux ? Oui, ça c'est clair. En termes de production et de fabrication, on est vraiment organisé à l'échelle mondiale et en Europe de l'Ouest, on a des sites partout, donc 270 sites dans le monde, donc une grande cinquantaine dans l'Europe de l'Ouest hors l'Allemagne et ça fait qu'on travaille très très proche une site avec une autre. Mais travailler ensemble et avoir une vision européenne, ça sont encore deux choses différentes. Mais vous savez combien de temps que vous êtes en France ? Excusez-moi ? Ça fait combien de temps que vous travaillez en France ? Personnellement, 5 ans, ça fait 5 ans. Et vous vous sentez français, un patron français maintenant ou Absolument, dès le début. Hein. Ah, dès le début ? Oui, Comment ça se fait ? Dès le début, et ça c'est naturel parce que ma famille est très francophile. Ma femme surtout francophone et moi j'ai eu aucun problème de m'adapter immédiatement à l'environnement français. Et vous, Boris, vous pourriez aller travailler en Allemagne ?
Je l'ai déjà fait, j'ai passé 7 ans de ma vie en Allemagne. Donc Et vous voyez... étiez un patron allemand à ce moment-là? Alors à l'époque, j'étais dans une société allemande et j'étais un collaborateur comme un autre. Je n'ai jamais vraiment senti de différence. Non. C'est très facile de s'intégrer en Allemagne. Les Allemands sont très ouverts vis-à-vis des étrangers. Je trouve que c'est un pays d'Europe dans lequel c'est très facile de s'intégrer très Vous rapidement. voulez dire que c'est moins facile quand c'est pour la France, c'est ça? C'est peut-être moins facile en France. Je trouve que les Allemands sont extrêmement tolérants vis-à-vis des difficultés qu'on peut avoir à apprendre leur langue, par exemple, qui est pas toujours simple. Et très ouvert vis-à-vis des étrangers en général. Et c'est aussi un besoin d'ailleurs, parce que la population allemande vieillit et aujourd'hui l'Allemagne attire beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'Européens qui se déplacent vers l'Allemagne. Ça reste un pays, c'est un pays très agréable et je conseille à tous les jeunes d'ailleurs qui nous regardent de tenter l'aventure allemande au cours de leur carrière. Boris Lobach, je sais qu'un ministre va se rendre maintenant sur votre stand, donc je vais vous libérer. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle votre société, donc KSB, l'un des fabricants leader mondial d'ailleurs, qui est français, des pompes et qui est allemand, société oui, allemande depuis 1871, Exactement. mais avec une grande présence industrielle, France, 4 usines voilà. et 1700 employés en France. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et Eco-Cari Bosch, on ne présente plus. Merci beaucoup à tous les deux et donc à très bientôt sur cette usine extraordinaire pendant 4 jours. À tout à Merci l'heure. beaucoup.